Bonjour à tous. Ça marche pas. Il faut que je repasse en mode diaporama. Hop. Ça repasse, non? Ça va. Donc je vais vous présenter à la fois un concept et un outil qu'on a développé au CSGA. Donc un concept, c'est la dominance temporelle des sensations. C'est un autre protocole d'acquisition de données en analyse sensorielle. Et l'outil qu'on a développé pour le mettre à disposition de tout le monde. J'attends d'avoir un retour visuel. C'est juste drastique. Ça marche mieux quand on arrache. sauvé. Alors, donc je vais vous parler essentiellement du logiciel du coup qu'on a mis à disposition qui s'appelle TimeSense. Alors le contexte, je viens de vous en parler rapidement. La dominance temporelle des sensations, c'est un peu la méthode phare de la plateforme ChemoSense pour laquelle je travaille. Pour faire un très bref historique, donc c'est une méthode qui commence à dater un petit peu puisque ses prémices datent des années 2000 où on a développé cette méthode avec Danone et Bell. Au fil des années, cette méthode s'est bien propagée, notamment au niveau d'applications scientifiques, puisqu'il y a à peu près une quarantaine de publications, et industrielles. Donc on s'est dit que c'était le moment de créer vraiment un outil pour développer et valoriser la DTS, et donc InnoraTransfer nous a aidés dans cette voie. Et depuis 2014, en fait, on a distribué ce logiciel à des partenaires. Donc à ce jour, on a à peu près une centaine de licences vers des académiques ou vers des privés, réparties dans une quinzaine de pays. Et depuis le début de l'année, donc ce logiciel est commercialisé. Donc concrètement, à quoi va ressembler l'acquisition DTS? En fait, vous allez avoir ce genre d'écran. Donc un juge va cliquer sur le bouton démarrer et le plus naturellement possible, il va nous expliquer au fil de l'eau qu'est-ce qu'il perçoit à un instant donné. Quand on dit qu'est-ce qu'il perçoit, on va lui demander quel est le descripteur dominant. Par dominance, on attend vraiment, à un moment donné, qu'est-ce qui attire votre attention. Donc il va cliquer sur tout un ensemble de descripteurs, jusqu'à ce qu'il ne sente plus rien. À ce moment-là, il va cliquer sur le bouton « Je ne perçois plus rien ». Je vais avancer. Et on va obtenir ce genre de séquence, où on va avoir ici des descripteurs de différents types, de textures, d'arômes, de saveurs. Et ça, c'est une séquence individuelle. Un juge a d'abord trouvé, ici c'est un chocolat plutôt croquant, puis cacaoté, puis astringent, etc., etc. Donc la vision individuelle ne nous intéresse pas trop. On va en fait agréger cette vision au niveau du panel. Et on va obtenir ce genre de courbes qui vont nous permettre un peu de décrire la cinétique et l'évolution des perceptions dans un produit. Donc, par exemple, ici, on pourrait voir que ce chocolat est d'abord croquant, puis sucré, puis cacaoté, puis fondant, etc. Donc ça va nous permettre de voir des choses qu'on ne voit pas sur du profil classique, qui n'est pas dynamique. Alors, pourquoi TimeSense? Donc, je vous l'ai dit, pour diffuser la DTS, et aussi pour permettre l'innovation dans l'acquisition de données sensorielles temporelles, et ceci, quel que soit le contexte. D'accord, pardon, ok. Quel que soit le contexte, donc dans des situations plutôt naturelles, comme à domicile, en cafétéria, ou etc., et sur tout type de matériel, par exemple sur ordinateur, tablette ou smartphone. Donc en fait, TimeSense, c'est trois composantes. Une composante à destination des personnes qui vont faire les analyses, les panel leaders. Une composante en fait, qui est hébergée à l'INRA, qui est le serveur. Et des composantes pour les juges, donc, que chacun peut télécharger, qu'on appelle TimeSense pour panélistes. Donc concrètement, comment ça fonctionne? L'expérimentateur va créer sa séance. Ensuite, il va la déployer sur Internet. Les panélistes vont pouvoir télécharger le logiciel puis acquérir les données, renvoyer leurs données au serveur, et le panel leader va pouvoir analyser statistiquement ces données. Donc on a toute la chaîne en fait, on a l'acquisition et le traitement des données.
Donc on a voulu faire quelque chose d'intuitif, basé sur des modèles. On veut aussi quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire qu'on va faire des mises à jour trimestrielles pour toujours proposer de nouvelles avancées. Et on a voulu quelque chose qui soit un service, c'est-à-dire on ne veut pas une solution lourde, donc il n'y a pas besoin de serveur, et le paiement, puisque maintenant le logiciel est payant, se fait à l'utilisation. Donc rapidement, je vous montre quelques captures d'écran pour vous dire qu'on a des modèles, mais qui sont entièrement paramétrables, qu'on a choisi de faire quelque chose dans les styles de PowerPoint, pour ne pas le citer. Donc quand vous créez une séance, vous faites ça vraiment en WYSIWYG, what you see is what you get. C'est vraiment très facile de déployer la séance et de paramétrer toutes les options de déploiement. Donc vous pouvez suivre en temps réel l'avancement des dégustateurs et interagir avec eux. Récupérer leurs données, les importer ou les exporter vers d'autres formats pour éventuellement les utiliser dans d'autres logiciels si vous le souhaitez. Paramétrer vos analyses, sachant qu'on a fait un certain nombre de choix en se basant sur notre expertise en tant qu'analyse sensorielle pour faire des choix par défaut qui nous paraissent le plus pertinents possible. Et donc vous obtenez les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure très facilement. Les courbes et bien d'autres résultats, bien sûr. Donc il y a certaines analyses qui sont vraiment exclusives, qu'on a développées à Dijon et que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme l'analyse en variable canonique, etc. etc. mais je n'ai pas trop le temps de détailler ces analyses. Et aussi, on a une chose qu'on propose aussi à Dijon. En fait, on a des bases de données, on peut cumuler des jeux de données d'analyse sensorielle et proposer de faire des méta-analyses sur ces bases de données. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des conclusions valables sur une expérimentation, on aurait des conclusions valables sur tout un ensemble d'expérimentations qui ont été conduites. Donc, TimeSense pour Panelli, je vous disais, c'est la version pour les dégustateurs qui est accessible, quel que soit le support, depuis Internet. Ou sans Internet, mais seulement sous Windows. Donc, ce que je voulais détailler, c'était surtout des exemples d'applications. Alors, le DTS, c'est utilisé depuis un certain temps, mais on a développé pas mal de nouveaux protocoles autour. On travaille notamment sur la portion complète. Il faut savoir que la plupart du temps, en analyse sensorielle, on va travailler sur un échantillon. On pense qu'une portion est différente d'un échantillon, donc on a étendu notre méthode pour évaluer l'influence de la gorgée, par exemple, quand on consomme du vin, des soupes ou ce genre de produits. On a essayé de regarder aussi les liens avec les préférences et voir la dynamique des préférences. On a aussi étendu ça aux émotions avec des partenaires hollandais. Et on a tout un autre tas de protocoles disponibles dans le logiciel qui ne sont pas DTS. Alors voici quelques exemples d'applications récentes. Alors on a essayé de mesurer la dynamique des émotions engendrées par le chocolat. Donc c'est pour montrer que l'analyse sensorielle, c'est pas que du goût, que des arômes. On a aussi fourni de nouveaux outils pour l'analyse de données, pour par exemple mesurer les performances d'un panel. Ça, je vais passer assez vite. Ici, on a mesuré la préférence pour des chewing-gums à domicile. Donc c'est des produits qui sont assez longs à évaluer. Vous voyez tout de suite l'intérêt de prendre en compte la temporalité sur des produits comme le chewing-gum. Donc ça, c'est avec des partenaires argentins. Et je vais passer assez vite là-dessus. Alors, on a aussi travaillé avec des partenaires industriels. Par exemple, on a travaillé avec la filière blé-farine, avec Eurogerm. On a fait de la dégustation de whisky hors laboratoire, parce que c'est pas très évident de faire venir les gens pour boire de l'alcool en labo, donc avec Pernod Ricard. On travaille sur des portions entières, sur des boissons hyper protéinées pour les personnes âgées en malnutrition, avec Nutricia. On travaille avec le European Sensory Network. Donc on a fait 6 manips en parallèle avec 600 consommateurs à domicile sur des fromages et du chocolat.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On travaille avec l'IFV sur les consommations conjointes de vin et fromage pour voir l'influence du vin sur le fromage. Et bon, je vous ai juste donné un aperçu, mais c'est très vaste. Je suis dans le temps. Voilà, du coup, j'ai fini. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Vous pouvez voir le site du logiciel où on peut se voir tout à l'heure pour toutes vos questions. Merci à vous. Alors, première consigne, il paraît qu'il faut rester plus dans la lumière et pas rester dans le petit coin noir où on ne nous voit pas. Donc ça, c'est pour les deux intervenants. Je vais inviter Jean-Marc à revenir et nous avons 5 minutes de questions pour ici ou pour la salle de l'autre côté. Et on va vous passer les micros. Dans la lumière. Dans la lumière. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Constance Krivzak du pôle de compétitivité, nutrition, santé, longévité. Je ne sais pas si ça marche. Oui. J'avais une question concernant la première présentation sur la méthode EdoNext. Oui. En fait, je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque, une influence de l'ordre de la présentation des produits. Et après, une deuxième question. Vous disiez que pour des produits type yaourt, ce n'était pas forcément nécessaire d'utiliser cette méthode. Donc, est-ce que pour d'autres produits en agroalimentaire, cette méthode peut être utile? Oui. Alors, sur la présentation, effectivement, le souci n'est pas tellement de préparer un ordre de présentation qu'on peut contrôler et aléariser. Pardon, ce n'est pas tellement le souci. Le souci, c'est que nous ne savons pas à l'avance quand est-ce que le consommateur va s'arrêter. Et donc, les consommateurs ne voient pas tous les mêmes produits et tous les produits ne sont pas tous vus. Et évidemment, vous pouvez imaginer que ça excite bien nos partenaires statisticiens sur le type de méthode à employer pour traiter au mieux ce genre de résultats. Mais la méthode est ainsi faite. Alors, évidemment, par contre, le premier produit, ça veut dire que nous préparons bien un plan de présentation, aléarisé ou randomisé ou équilibré. Ensuite, c'est là que ça devient plus délicat. Nous sommes en train de réfléchir à des adaptations de la méthode en certains cas. Le deuxième cas, pour moi, la méthode EdoNext, elle est quand vous avez un produit sur lequel l'investissement du consommateur est relativement important. Ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de, j'allais dire, gaspiller son argent, ou il va être déçu quand il aura acheté le produit, parce que soit il va l'avoir pour longtemps chez lui, soit parce que ça a représenté une somme d'argent importante. Alors typiquement dans l'alimentaire, ça peut être quoi? D'abord, ça peut être un produit festif, le produit que vous n'achetez qu'une ou deux fois par an, une bûche de Noël, peut-être un produit particulier. Ça peut être aussi un produit un peu conséquent. J'imagine qu'une bouteille millésimée de cognac ou de n'importe quel type de produit est un investissement suffisamment conséquent pour certains. Et c'est là où la réflexion va se faire. Alors, il ne faut pas oublier aussi que nous, dans l'alimentaire, ce n'est pas simplement le produit alimentaire, c'est aussi les petits appareils d'électroménager dans lesquels on va investir pour mettre en forme des produits alimentaires. Une friteuse, par exemple, quelque chose qui va vous servir à préparer les produits. C'est là que je vois les développements de la méthode en alimentaire. Alors évidemment, c'est un petit peu plus... Le potentiel de développement est tout de suite beaucoup plus présent chez nos partenaires de l'industrie cosmétique de luxe, sur les produits premium. Merci. Tania Rougier, donc, du pôle Céréales Vallée. J'avais une question pour Monsieur Vissali. Sur le logiciel, est-ce qu'un industriel qui aurait envie de lancer son étude sur son produit peut le faire de façon individuelle aujourd'hui? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Le logiciel est distribué par l'INRA, donc il suffit de faire une demande, on vous ouvre une licence et vous pouvez utiliser le logiciel. Et alors, elle vaut combien cette licence? Alors, c'est pas un tabou, c'est 2 € par juge. D'accord, par consommateur, c'est ça? Par conso. Ok, d'accord. Merci. Je peux ajouter quelque chose parce qu'il y a une question que vous auriez pu poser qui me vient en tête, qui est assez régulière. C'est ce qu'apporte le brevet ou ce qu'apportent les limites, les conséquences du brevet. Parce que c'est une question qui nous a déjà été posée. En fait, le dépôt de brevet, il n'a pas été fait pour vous bloquer dans l'utilisation de la méthode dans les produits alimentaires ou dans les autres produits. L'idée était beaucoup plus simple, c'est de ne pas se retrouver à un problème auquel on avait été confronté sur le profil flash, avec des gens qui annoncent faire la méthode et qui en fait font derrière quelque chose de tout à fait différent.
Et donc, on voulait simplement pouvoir réagir en disant « Vous utilisez la méthode Adonext, attention, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi sur la méthode. » Mais l'idée, le brevet, il n'est pas là pour bloquer l'utilisation ou le développement de la méthode. Parce que on avait vécu ça avec le profil flash où parfois je m'arrachais les cheveux, vous voyez le résultat. Et alors il m'en reste un peu et je ne voudrais pas que ça recommence sur Adonext. Voilà. Ah bah du coup. Alors, il y avait encore juste une dernière question et après on a la pause. Merci. Marc Vignol, société UJ Aliments pour bébé. Vous parlez de lier le choix de la personne à une rémunération. C'est une rémunération, comment vous raisonnez ça a priori ou a posteriori en fonction des résultats? C'est une Nous avons fait les deux. C'est-à-dire que nous avons annoncé dans certaines études que nous avons faites concrètement à quoi allait ressembler le cadeau du consommateur. Alors dans les crèmes par exemple de luxe, c'était un pot de crème car ces pots de crème valent très cher. Moi je ne connaissais pas les prix, j'ai aperçu. Et donc tout simplement la consommatrice on lui disait qu'elle avait un pot de la crème sur laquelle elle allait s'arrêter. Dans le cas de produits alimentaires, nous avons travaillé sur des unités où on a considéré 3 à 10 fois le produit, par exemple. Et puis, dans certains cas, on a été confronté à un problème un petit peu particulier, qui est celui des produits en développement. Les produits qui n'existent qu'au stade de prototype. Vous ne pouvez pas donner ces produits-là aux consommateurs derrière. Et donc, il a fallu réfléchir à une façon de rémunérer le consommateur et que ce soit quand même pertinent par rapport au produit sur lequel il s'était arrêté.